nos travaux. Merci. Au nom des membres du comité d'organisation de ce colloque, au nom du Centre d'études du droit international et de la mondialisation, mesdames Yann Laberche, Marie, Laurence Hébert-Godbec et messieurs Rémi Bachand et moi-même, Julien Pierret, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Si nous nous réunissons ces 2 jours, c'est pour décrypter un double constat sur les pratiques et les discours internationaux contemporains. Premièrement, l'on assiste au retour des empires. De nos jours, les aspirations impérialistes ne sont plus occultées, mais à l'inverse assumées, justifiées par des principes normatifs et moraux à géopolitique variable. Ces notions d'empire et d'impérialisme ont revivifié une littérature critique sur les relations internationales. Songeons bien sûr à l'empire de Arte Negri, qui furent aux années 2000 ce que Fukuyama fut aux années 90, soit les auteurs de l'une des narrations du monde les plus vivement critiquées tant par des intellectuels que les activistes. Ainsi se réjouissait-il, sans doute avec un peu trop d'enthousiasme, de la fin de l'État-nation comme unité fondamentale des pratiques de domination observables. Car, en effet, la notion d'empire suggère des centres s'accaparant des satellites. Elle semble, à ce titre, rétive à l'idée même de frontières. À l'inverse, elle peut insuffler fluidité et latence dans nos analyses souvent trop étanches et péremptoires. Au sein des approches critiques qui nourrissent les travaux du CEDIM, l'empire fera office de notion fêtière, tantôt associant des perspectives complémentaires, tantôt révélant des controverses observables et parfois irrésolues entre ces perspectives et à l'intérieur de chacune d'entre elles. Mais pour les besoins de ces quelques mots bienvenus, simplifions. Ainsi, pour les courants féministes, l'empire est homme, et ces pratiques relèguent la femme au mieux au rang de victime oubliée dont il faudra rapporter l'expérience. Aux yeux des auteurs postcolonialistes, l'empire est l'Occident et il s'agira de dévoiler les ressorts intellectuels et culturels sur lesquels reposent ces tentatives d'appropriation. Et au sein des perspectives marxistes, la résurgence des pratiques impérialistes serait encore et toujours les indices d'effets contraires à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit ou pas. Ces prochains mois, le CEDIM souhaite tester le potentiel heuristique de cette notion d'empire, envisager si elle est susceptible d'éclairer d'un jour nouveau les développements contemporains de la régulation juridique internationale. Et dans le cadre de ce programme de recherche, c'est dans le cadre de ce programme de recherche que prend place le présent colloque. Durant ces 2 jours, nous tâcherons en effet de voir dans quelle mesure les processus internationaux de criminalisation peuvent illustrer la fécondité d'une grille de lecture impérialiste. Car en effet, et c'est le second constat à l'origine de notre rencontre, l'un des éléments clés observables à la charnière entre le XXe et le XXIe siècle est la vigueur de la notion de crime, et ce à 2 points de vue. D'une part, la plupart des interventions militaires récentes, sinon toutes, ont été justifiées par la dénonciation d'un crime international. D'autre part, ont été mises en place des institutions largement internationales ou internationalisées chargées d'identifier et de poursuivre ces criminels. Bref, tout se passe comme si nous vivions à l'heure des relations internationales maniaco-répressives. Relations dont les joueurs dominants associent paradoxalement un devoir de protéger et une nécessité de punir. Sans doute, au sein de cette évolution, le conflit yougoslave fait office de période charnière, de moment pivot, et sans doute il n'est pas anodin que Eric Remarque, dans son analyse des réactions occidentales à ce conflit, suggère une comparaison avec la géopolitique du XIXe siècle, soit une période où précisément les empires étaient encore des sujets de droit international, où les empereurs et dans une moindre mesure les impératrices signaient des traités par lesquels ils et elles se partageaient la gestion du monde libre et barbare. Droit pénal, droit criminel, remarquons que l'anglais insiste sur les crimes, International Criminal Court, International Criminal Law, là où la langue française ne voit que les peines. Et Georges Lebel d'attirer notre attention. Il y a une dizaine de jours, en effet, il attirait notre attention sur la redondance de l'intitulé de notre colloque, Empire du crime, criminalisation. Et comme toujours, enfin correction, comme très souvent, Georges Lebel a raison. En effet, au-delà d'une répartition fédérale des compétences punitives entre les différents paliers de pouvoir, l'empire de la peine, l'empire des peines, aurait été plus suggestive encore comme expression. Elle nous aurait permis de cibler, de saisir la différence classique en criminologie entre la criminalisation et la pénalisation. Criminalisation primaire, choisir les faits que le pouvoir souhaite incriminer. Criminalisation secondaire, lesquels va-t-il effectivement poursuivre? Pénalisation primaire, fixer une série de peines à ces comportements
pénalisations secondaires, quelles peines vont être et comment exécutées lorsqu'elles seront, le cas échéant, prononcées. Au-delà du texte formel de la loi, la criminologie a évidemment montré que cette criminalisation ou pénalisation reposait sur des processus aussi complexes que conflictuels. Cependant, et ce sera sans doute l'une des hypothèses qui traversera ces 2 journées d'études, il est probable que les relations internationales bouleversent la dichotomie entre crime et peine. Tout est mêlé dans le système d'administration de la justice pénale internationale. Peut-on d'ailleurs envisager l'international comme laboratoire d'une régulation criminelle fragmentée, dilatée, en réseau? Vous l'aurez reconnu, je convoque là la grammaire de François Host et de Michel Van de Kerkhove. Et en effet, cette projection du système pénal dans l'arène internationale ne va pas sans troubler notre perception traditionnelle de ce système. Crime et peine, rappelons-le, sont partout sur cette arène, évidemment dans les statuts et l'activité des tribunaux pénaux internationaux. Mais ce droit criminel international peut être sans peine, parfois même sans juge. Ainsi, les travaux polymorphes des commissions dites de réconciliation qui feront l'objet de plusieurs présentations lors de ce colloque, et qui radicalisent sans doute la fonction expressive du droit criminel. Il est en effet assigné non plus seulement la mission de fixer une vérité exclusivement judiciaire, mais bel et bien une vérité historique, officielle, dont la contestation subséquente pourra d'ailleurs elle-même faire l'objet d'une criminalisation. Le droit pénal international est autant aux origines des relations interétatiques, ainsi la lutte contre les pirates, moins des Caraïbes que de la Mare Nostrum, que situé à son horizon, ainsi la notion d'écocide et la pénalisation complexe des crimes environnementaux. Le droit criminel sans frontières est partout, là où on l'attend le moins, dans les camps de personnes réfugiées, et là, peut-être, où on l'attendrait davantage, dans les réunions des conseils d'administration des multinationales. Les processus sur lesquels ce droit repose sont souvent bien occultés, notamment dans les dunes du Sahara, et il appartiendra en clôture de ce colloque à Jeremy Keenan de nous tracer un portrait inédit et qui fait froid dans le dos de la guerre contre le terrorisme. Peines et crimes sont donc partout, mais peut-on encore même les distinguer sur la scène internationale? On assiste à des peines sans crime autant qu'à des crimes sans peine. Incarcérer des individus, soit, mais aussi les assassiner par drone, organiser un boycott économique, bombarder une population, tant de peines, souvent curieuses, mais qui dans l'arène internationale peuvent tout autant se transformer en crime. Dans le préface à un récent numéro spécial de la revue interdisciplinaire d'études juridiques consacrée aux théories du droit pénal international, Diane Bernard et Damien Scalia, que nous aurons l'honneur et le plaisir d'entendre, expliquent qu'après une double décennie d'enthousiasme parfois béat, le déploiement de la justice après une double décennie d'enthousiasme parfois béat, la dernière tendance à la mode de la doctrine est de porter un regard critique sur le déploiement de la justice pénale internationale, une doctrine de hipster. Ainsi, l'organisation de ce colloque a-t-elle effectivement pour but de confirmer l'analyse posée par Damien Scalia et Diane Bernard, comme quoi au Québec on ne recule devant aucun obstacle épistémologique pour réserver à nos hôtes un accueil qu'ils méritent, surtout quand, comme moi, ils et elles sont belges. Et à cette fin, en vue de confirmer cette analyse, nous avons réuni dans cette salle, je pense qu'on peut le dire, sans se tromper, bon, un peu de choses près, sans doute exception faite d'Emmanuel Joannet ou de Jean Salmon, mais nous avons réuni ici l'élite de la doctrine critique, pénaliste, internationaliste, francophone. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas Diane Bernard l'a compris, autant la protocritique que l'autodérision, voire l'autocritique et la protodérision, sont des valeurs que nous entendons cultiver au CEDIM et durant ces 2 journées d'études. En effet, on va parler de choses lourdes et cela nécessite parfois un peu de légèreté. Ce n'est pas parce que l'on dit que c'est drôle, comme le dit un proverbe ardennais. Et nous espérons que malgré le vertige mental, moral, physique que pourra provoquer le thème de notre rencontre, eh bien, nous pourrons aussi garder un certain sens de l'amour. En conclusion, je souhaite donc vous remercier pour votre présence et votre contribution à nos débats. Mais je souhaite également avoir une pensée pour les personnes absentes. Et parmi elles, je songe à notre camarade Pierre Robert, qui nous a quittés cette année et qui a longtemps enseigné le droit criminel et la philosophie du droit à l'UQAM. Je ne doute pas un seul instant que sa présence parmi nous aurait pu éclairer ce colloque par l'immarcessible érudition et la profonde humanité qui furent toujours la sienne et qui manquent tant à ses collègues. Pour conclure avec une note quelque peu plus joyeuse, avec Mesdames Mia Laberge, Marie-Laurence Hébert-Volbeck et M. Rémi Bachand, je souhaite remercier toute une série de personnes et d'institutions. Je voudrais d'abord remercier Alain et Valentin pour leur précieuse aide à l'organisation de ce colloque. Et puis je voudrais également remercier le CVSH. Donc effectivement, nos hôtes étrangers et étrangères vont vite s'apercevoir que ce pays, enfin le CVSH est canadien,
même le Québec est friand d'acronymes rigolos. Donc le CRSH, le Conseil canadien de la recherche en sciences humaines, qui est le principal bailleur de fonds de cette activité. Nous souhaitons également remercier la FSPD, la Faculté de sciences politiques et de droit. Nous souhaitons remercier le DSJ, le département des sciences juridiques, l'IEIM, l'Institut des études internationales de Montréal, le VRVU, le vice-rectorat à la vie universitaire, et c'est évidemment là que je regrette qu'on n'ait pas sollicité le soutien de la SAQ, de la FESPED ou de la CREPUC. Bon, j'arrête ici les niaiseries, et je promets que la journée qui s'en vient sera flambant neuve, et je nous souhaite des travaux aussi stimulants que plaisants. Je cède sans plus tarder la parole à ma collègue Dominique Bernier, qui présidera notre premier panel de présentation. Je vous remercie et encore bienvenue. Bienvenue à ce premier panel de ces 2 journées de conférence. Alors, le premier panel s'intitule « La justice pénale peut-elle être universelle ?» Il devait y avoir 6 présentations, il y en aura 5. Malheureusement, Mélanie Deshaies ne peut pas être parmi nous ce matin. Alors, il y aura 3 présentations avant la pause, suivies d'une petite pause et de 2 présentations qui sont d'une durée d'environ 20 minutes. Je me promettais d'être très stricte sur le 20 minutes, mais comme il y a une présentation en moins, je serai extrêmement douce sur le 20 minutes. Donc, la première partie de ce panel s'intitule « L'occidentalité des processus de criminalisation » et notre première présentation par Diane Bernard qui s'appelle Sécularisation, moralisation, criminalisation, pourquoi user du droit pénal en réponse aux crimes internationaux. Donc, Diane Bernard est chargée de recherche au FNRS. Il y a quand même des acronymes aussi en Belgique, si je peux voir. Et professeure invitée à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, où elle enseigne la théorie du droit. Donc, elle conduit des projets de recherche sur la symbolique du droit des crimes internationaux. Je n'entrerai pas dans les détails de sa notice bibliographique. Je vais plutôt lui laisser la parole dans le cadre de cette première présentation. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ça va? Bon. Merci beaucoup, merci évidemment en particulier à Rémi Bachon, Marie-Laurence Hébert-Dolbec, Mia Laberge et Julien Pierret pour l'organisation de ce colloque, l'invitation brillante par un appel franchement riche, et puis la participation et toute cette organisation. Je me sens déjà un petit peu chez moi à Montréal, donc je suis bien accueillie, et puis surtout depuis que Julien a fait référence à mes patrons, François, Michel Van de Kerkhove, on n'est jamais tranquille, même de l'autre côté de l'océan. Voilà, merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser d'avance pour les lapsus, je suis extrêmement sujette aux lapsus, surtout quand je suis fatiguée. Alors j'ai d'abord lu le titre du panel, non pas l'occidentalité, mais l'accidentalité des processus de criminalisation, ce qui me laisse rêveuse compte tenu de nouveaux projets de recherche, on pourrait discuter. Mais comme Julien nous a invités à garder le sens de l'amour plutôt que le sens de l'humour, finalement, je ne me sens pas si seule, tout ira bien, j'espère que vous comprendrez. Avant toute chose, je voulais définir les 3 termes de mon titre, donc criminalisation, sécularisation, moralisation. Alors, au sens strict qu'affectionnent tant les juristes, la criminalisation vise bien, comme l'a rappelé Julien, le fait d'incriminer un comportement, c'est-à-dire de l'ériger en infraction pénale ou en crime, à différencier donc de la pénalisation qui vise l'établissement d'une peine correspondante. Alors, à la lecture de votre très très bel appel à la réflexion, j'avais opté, avant même que Julien me conforte par son introduction dans cette option assez générale, bref, j'avais opté pour une définition élargie de la criminalisation, englobant la définition de ce qui est punissable, mais aussi le déroulement ultérieur des procédures, donc non seulement l'inscription en droit, mais globalement tout ce qui fait crime. Alors, quant à la sécularisation, je lui donnerai ici le sens de transposition des chaînes théologiques dans la pensée politique et juridique moderne. Je distingue donc cette idée de la laïcisation ou du désenchantement, autres concepts clés qui sont très commentés, mais qui ne rendent pas compte du transfert d'attitudes religieuses dans d'autres sphères, enfin vers d'autres sphères. Donc, par ailleurs, si je ferai quelques incursions vers des hypothèses anthropologiques comme la quête de sens présente en chacun de nous, ou l'appel à la transcendance et le besoin d'un référent avec un grand R comme chez Pierre Legendre ou Alain Supiot, j'entends par sécularisation un phénomène moins intime
de liquidation progressive de la référence religieuse dans nos sociétés et de transfert de cette référence vers des valeurs et institutions diverses et sécularisées. J'évite donc très consciemment d'entrer dans les querelles sur la sécularisation qui ont agité la philosophie de l'histoire de Hegel à Weber, en tout cas, la question de savoir s'il y a rupture ou non entre les prémodernes et les modernes par la sécularisation. J'évite aussi, vu l'endroit où nous sommes, de rentrer dans les réflexions de Charles Taylor sur le pluralisme de l'âge séculier. Ici, je vous propose vraiment plus ponctuellement de pointer, de conscientiser le transfert en jeu dans le projet international pénal, un transfert d'attitude religieuse vers un champ prétendument neutre et objectif, le droit, un transfert qui n'est pas explicite, qui n'est peut-être pas conscient et qui ne va pas sans difficulté. Pas de profond développement non plus pour ma troisième définition, j'utiliserai le terme de moralisation pour désigner l'un des effets de la sécularisation, à savoir les prétentions et fonctions morales et plutôt moralisatrices du droit international pénal. Donc je voudrais vous proposer aujourd'hui d'articuler les aspects symboliques, sacrés, sécularisés du projet international pénal. Voilà, le petit travail de définition est fait, on peut y aller. Ma question initiale est très naïve en fait. Qu'attend-on du droit international pénal? On peut prendre ce qu'on veut. La réaction internationale officielle au grand drame collectif de notre temps est marquée par un recours massif au pénal. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais enfin, je me contente de citer le budget annuel de la CPI, plus de 100 millions d'euros par an, et au peu de moyens accordés aux autres réactions, aux réponses non pénales aux atrocités. Et pourtant, le droit pénal ne marche pas. On le sait très bien, on le sait depuis longtemps au sein des États, et on ne peut que le constater au niveau international. Outre la difficulté et le coût de sa mise en œuvre, on le voit bien, le droit pénal n'est pas suffisant pour solder et empêcher la violence. Alors pourquoi tant de moyens, pourquoi tant d'efforts dans cet instrument? Mon hypothèse de base est celle-ci. Je crois que les juridictions internationales pénales ne sont pas seulement un investissement considérable de bonne conscience, pas seulement non plus un instrument de domination visant l'asservissement de chefs d'État récalcitrants par quelques puissances socio-économiques. Si l'action judiciaire internationale présente certes de tels aspects cosmétiques, elle exerce aussi une fonction symbolique. Le judiciaire déguise certainement le politique, mais il symbolise aussi. Or, cette fonction symbolique, elle renvoie à un registre religieux et même moralisateur, qui n'est pas dit dans le droit, je le commenterai en premier lieu, mais qui pousse néanmoins à la réflexion critique, et je me permettrai quelques réflexions à ce sujet en second lieu. Alors, je pense avoir observé plusieurs indices de cette fonction symbolique issue du religieux, donc sécularisée dans le droit international pénal. En très bref. 1. Les procès sont mis en scène. On rejoue le drame, on porte des toges, tout ça. Bon, j'ai détaillé ça par ailleurs, je vais assez vite, mais donc, une mise en scène. 2. Les parties sont déséquilibrées. Alors qu'il s'agit de crimes de masse, on oppose un seul et unique coupable, nommé, à des milliers de victimes anonymes qui, pour la plupart, n'iront jamais au tribunal. Il s'agit bien de condamner symboliquement une personne pour l'ensemble du drame. 3. Et ça va dans la même idée, on veut absolument trouver un coupable pleinement responsable, ce qui s'illustre notamment par le rejet de causes d'excuses, excuses pour la responsabilité, par exemple le fait d'avoir commis certains actes dans des situations hautement traumatiques, sous pression d'un groupe, etc. Tout cela est complètement gommé. On est plutôt dans une forme de lynchage d'un bouc émissaire. Alors j'ai pas trop le temps ici, mais j'ai travaillé un petit peu au sujet de Girard, à sujet, je suis loin d'être la seule, Christian Nitz-Robert notamment, en pénal en général. On est dans le symbolique, dans le rituel. 4. Les justifications classiques des peines ne tiennent pas bien en droit international pénal. On ne pourra jamais réparer de tels préjudices, on ne saura jamais si les procès permettent de prévenir d'ultérieures atrocités, puisque la non-survenance d'événements est évidemment impossible à prouver. Mais par contre, on sait que certains drames ont néanmoins eu lieu après la création des tribunaux. Srebrenica, les drames du Kosovo, c'est après la création du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. L'Est du Congo, malgré le TPIR et la CPI, c'est quand même pas encore vraiment une réussite, quoi. Donc, en termes de justification, on voit bien que ni la réparation ni la prévention ne fonctionnent. Autrement dit, les seules justifications indémontables, qui n'en demeurent pas moins contestables, relèvent du registre symbolique. Il s'agit de la rétribution, d'une part, qui consiste à infliger un mal, la peine, pour le mal commis,
mais qui ne peut être que symboliquement proportionnel à l'horreur au vu des actes concernés, d'une part, et d'autre part, une fonction durkheimienne de raffermissement des valeurs sociales ébranlées par le crime. C'est la fonction socio-pédagogique de promotion du respect de la loi. Dans les deux cas, on est en plein registre moralisateur. Donc, outre ces 4 indices issus d'une observation juridique de la pratique, la fonction symbolique attendue des juridictions internationales pénales me paraît aussi se dégager de 2 fictions dominantes qui sous-tendent toute leur action. D'abord, la lutte contre l'impunité, grand leitmotiv de la justice internationale. On répète partout qu'aucun coupable de crime international ne pourra plus jamais, ne devrait plus échapper à la punition. Et bien sûr qu'il s'agit d'une fiction. Dans des conflits de masse, il serait impossible de condamner tout le monde. Et d'ailleurs, en se concentrant sur les accusés de plus haut rang, les juridictions internationales ont concrètement orienté leur lutte contre l'impunité. Il s'agit de faire œuvre signifiante. La répression complète, en fait, n'est pas l'objectif, c'est le sens qui prend le pas sur l'exhaustivité. Autre fiction, outre la lutte contre l'impunité, la référence constante à la communauté internationale ou humaine. On trouve divers renvois à cette communauté humaine dans les textes fondateurs et la jurisprudence des tribunaux. Il révèle une sortie théorique de la représentation westphalienne d'une communauté d'États souverainement égaux, ou également souverains, en faveur d'un modèle de communauté internationale basé sur des valeurs fondamentales. Donc non plus intégration de souveraineté, mais société de valeurs, référent moral et social commun à l'humanité. Donc, sans nier pour autant les enjeux de pouvoir qui traversent le droit international pénal, on peut y observer la prégnance d'un mythe. On croit en la communauté humaine, on veut agir pour la défendre, même si bien sûr cette communauté est de facto contredite par les guerres, les massacres, elle est occidentale, elle est libérale, et en Iran. Enjeu de foi, question de dogme, sans à nouveau nier ou critiquer la fonction symbolique du droit en général, je vous propose de réfléchir au pan plus sombre de cette fonction symbolique, la moralisation issue de la sécularisation de nos sociétés. Tout le discours international pénal est émaillé de termes et d'idées relevant du registre religieux. Châtiment, l'adhésion au mal, la réconciliation, la sublimation de la souffrance, on lit ça dans la doctrine, l'autorité supérieure. On est dans l'ordre de l'incantatoire, du pardon, des croyances et des perceptions du bien et du mal. On croit en la loi sacrée des nations, on allègue le principe d'humanité, on admet la fiction du jus cogens. En admettant l'imprescriptibilité, on entre dans l'atemporalité et l'inexpiable, l'impardonnable qui rend toute punition humaine inappropriée, hors de proportion. On retrouve aussi des éléments rituels et même architecturaux, des cathédrales, des cérémonies religieuses, qui établissent une continuité entre les procès internationaux pénaux et la pratique religieuse des chrétiens et la justice prémoderne, mais aussi qui renforcent la pertinence des analyses sociologiques de type durkheimien sur la religion sociale et autres rituels sociaux. Donc une idéologie se dégage des discours dominants du droit international pénal, des traces de religion sont visibles dans les bâtiments et tout au long des procédures, et seul le registre symbolique, immatériel, semble à même de lui donner un sens. On est en plein dans du religieux, mais du religieux sécularisé, notamment Imi Talgren et Nathaniel Berman ont bien démontré divers tenants de cette religiosité du droit international. Alors certes, notre droit tout entier provient de préceptes judéo-chrétiens. Pensez à la notion de faute ou au repos hebdomadaire, par exemple. Voyez Girard ou Mauss et tous les historiens du droit qui montrent bien toutes les origines et les tenants irrationnels, sacrés, religieux de notre droit. Mais le droit international pénal est tellement marqué à cet égard qu'il semble opérer un retour à d'autres fonctions régulatrices de l'Église. Retour, bon, c'est dans l'idée d'un progrès de l'histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons, au-delà de l'appropriation démocratique des modes de résolution des conflits, la religiosité paraît dépasser l'héritage historique pour se réapproprier d'autres fonctions religieuses. Moraliser les foules, dire le bien, dire le mal. C'est là l'idée que la sécularisation du monde provoque sa criminalisation. Dieu est mort, et donc on développe le droit pénal comme espace moral de substitution. Ayant vidé les églises, on remplit les tribunaux. Alors on peut choisir de se rallier aux analyses sociologiques selon lesquelles un fondement de principes moraux sous-jacents est indispensable à toute société, même moderne. Alors le droit pénal contribue à raffermir ces valeurs clés lorsqu'un crime en a ébranlé la prégnance.
En ce sens, non seulement le crime et sa punition relèvent de la religion sécularisée, mais ils sont bénéfiques à l'ordre social. Qu'on adhère ou non à cette vision des choses, plusieurs difficultés surviennent néanmoins autour de la définition de cette société. Y a-t-il société internationale et donc besoin de ce fond moral? En son sein, comment est déterminé ce fond moral, dit ciment sociétal? Qui le détermine? Alors je dois aller assez vite, mais je voulais vous soumettre quelques pistes de réflexion autour de cette société et de sa morale. J'identifie 3 types principaux de difficultés ici. Un problème logique autour de la question du consensus social, un problème moral lié à l'instrumentalisation du droit comme outil moral, et un problème historico-culturel autour de la perception des qualités du droit. Alors tout d'abord, la fonction moralisatrice implique un consensus social autour des valeurs à préserver par le droit pénal. Et ce consensus ne va pas de soi. C'est déjà évidemment une critique qu'on a adressée aux pensées rétributivistes de type kantien et aux pensées sociologiques de type durkheimien. Mais cela paraît encore plus problématique quand on se situe au niveau global d'une société humaine mondiale. On ne voit pas très bien comment la définir. Heureusement, l'humanité est plurielle, mais donc le consensus paraît impossible, ou du moins vraiment très difficile à déterminer. Deuxième problème, lié à l'instrumentalisation du droit pénal, international pénal. Alors, nombreux sont ceux qui ont identifié cette instrumentalisation, qu'on la qualifie sobrement de défi de l'indépendance des tribunaux, ou plus radicalement de mode de domination politique. Bon, le droit international, c'est sûr, demeure aux mains de l'humanité civilisée, selon les termes de Martí Koskeniemi. On sait, les TPI et CPI ont été créés pour soutenir des sociétés moins développées, manquant d'un système juridique adéquat, appelées à se développer sous l'égide des juridictions internationales, aussi longtemps que le Conseil de sécurité des Nations Unies le considérerait comme nécessaire, et par des outils aussi intéressants que la complémentarité positive de la Cour, et l'application de préceptes valables au sud mais pas au nord, comme par exemple le fameux No Peace Without Justice. La société dont les juridictions internationales préservent la morale est donc inégalitaire et paraît viser la préservation de cet ordre inégal. C'est donc un premier souci moral, me semble-t-il. Un pas plus loin, il n'y a évidemment qu'un pas entre l'étude des traces religieuses sécularisées mais très perceptibles en droit international pénal et l'évocation de la religion comme opium du peuple, c'est-à-dire comme illusion nécessaire à maintenir l'ordre établi. Évidemment, au-delà de l'ordre établi à préserver, la fonction symbolique marquée par les aspects religieux dont je vous ai parlé renvoie au lien entre religion et pouvoir. On en revient aux questions de domination et de calcul occidentaux, peut-être inconscients, peut-être bien pensants, mais néanmoins potentiellement problématiques. Qui définit la morale? Qui définit ces lieux, ces moments et surtout les moyens de la défendre? Troisième difficulté, donc après un premier problème, on va dire logique autour du consensus social, deuxième instrumentalisation jusqu'au lien entre le pouvoir et la religion, et troisième difficulté, la pertinence de l'instrument juridique. Donc dans un registre plus théorique, on peut s'interroger sur le sens du droit comme moyen d'action. Notre histoire occidentale, marquée par ce transfert de dogmes et de codes judéo-chrétiens vers le droit, n'est pas partagée par tous. Il est des sociétés moins ou non sécularisées qui n'ont pas le même vécu ni les mêmes racines. Et surtout, dans ce cadre-là, la neutralité que nous reconnaissons au droit, comme l'un des axiomes fondateurs de nos démocraties sécularisées, n'est pas nécessairement évidente pour ceux qui n'ont pas intégré nos dogmes cartésiens, rationalistes, modernes, positivistes, bref, occidentaux, eux aussi hérités de la tradition judéo-chrétienne. Je vais conclure un peu rapidement, mais voilà, j'ai voulu survoler plusieurs de mes réflexions actuelles par une étude des aspects sécularisés du droit international pénal, donc au sens de transférer du religieux. Il me semble percevoir une fonction plus moralisante, moralisatrice même, que militante du droit international pénal. Je ne nie pas la fonction symbolique du droit, qui est indéniable, mais j'ai beaucoup plus de difficultés avec cette fonction moralisatrice du droit international, pénal, on prend ce qu'on veut, liée à ces aspects religieux. D'autant plus, évidemment, au vu des conditions de sa conception et de sa mise en œuvre. Alors, j'ai pu problématiser avec vous certaines de ces conditions de possibilité qui révèlent un affaiblissement, en fait, du projet, lié, à mon sens, lié à ses racines sécularisées. Cette réflexion m'a aussi permis de survoler certains enjeux autour de la question des liens entre religion et pouvoir.
il me semble qu'il y a là potentiellement, et j'espère avoir l'occasion de le creuser dans les mois qui arrivent, une approche un peu différente de l'instrumentalisation éco-politique du projet international pénal par le biais des travaux existants sur les liens entre religion et pouvoir. Alors Nietzsche disait déjà, nous ne savons pas à quel point nous sommes encore pieux, c'est-à-dire à quel point nous sommes encore intellectuellement, moralement, juridiquement, politiquement déterminés par des croyances, des valeurs, des conceptions héritées de l'interprétation chrétienne ou judéo-chrétienne. Mais quoi qu'il en soit, si intrinsèquement le registre juridique n'est pas une réponse suffisante, satisfaisante, ni à l'égard de ses objectifs officiels, la réparation, les projets de paix, ni à cet égard moralisateur et sécularisé. Si par définition les tribunaux ne sont pas en mesure d'exercer la fonction moralisante qu'on paraît leur prêter, alors que faire? Une proposition éthique d'ordre lévinassien serait d'opter pour une posture de bienveillance et de communion, assumant ainsi d'autres aspects de notre histoire chrétienne, plus angélique, plus évangélique, que la culture du châtiment mise en œuvre par le droit international pénal. Nous pouvons décider d'assumer le fait que les dits crimes internationaux sont des atrocités collectives, qu'elles impliquent bien plus d'individus que ces types-là étrangers, différents, qui ont commis des barbaries très loin et qui sont à la haie. Et que nous partageons avec ces types différents une humanité à qualité, disons, fort variable, qui peut nous amener, et qui peut amener chacun à l'héroïsme autant qu'à l'atrocité. Bref, nous pouvons vivre en frères. Alors, outre cette proposition éthique qui baignerait le monde international d'une aura de pardon et d'amour, j'aimerais formuler une idée sans doute moins révolutionnaire, mais néanmoins radicale et plus terre-à-terre. Il y a d'autres empires que celui de la chrétienté et de ses ersatz occidentaux et capitalistes. Nous pouvons décider que certes les églises sont vides, mais que les tribunaux n'en sont pas les successeurs séculiers désignés, qu'il existe d'autres façons de répondre à la violence en amont, en aval, loin du désir sauvage de faire mal, de punir, qui nous habite quand sont commises les pires atrocités dont s'occupe le droit international pénal. Il y a, je crois, des réactions plus constructives que les discours moralisateurs et sentencieux. Et il y a donc d'autres voies que le droit pénal, par principe, et d'autant plus au vu des conditions de sa création et de sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci pour cette très riche présentation qui suscitera certainement discussion dans la salle un peu plus tard. Passons à la deuxième présentation, donc celle de Anne-Charlotte Martineau qui s'appelle donc les crimes internationaux entre absolutisation et déformalisation. Voilà. Donc Anne-Charlotte Martineau a reçu un post-doctorat à l'université de Helsinki en Finlande où elle s'intéresse au droit international à l'époque coloniale, j'ai lu post-colonial. Et précédemment, elle a été professeure assistante à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Elle est auteure de plusieurs ouvrages et plusieurs articles sur différents sujets dans cette alors voilà. J'ai besoin de ça ou vous m'entendez sans micro ou je... Ah, c'est pour l'enregistrement, d'accord. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici et je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir invitée. Alors moi, l'Empire du crime, je trouve que c'est un beau titre. Journalistique. Et généralement, lorsque je participe à des colloques, les thèmes ou les sujets traités paraissent très abstraits, voire même carrément abscons à mes amis et à mes proches. Cette fois-ci, non. Leur intérêt était très vif et j'ai remarqué qu'ils étaient très nombreux à être sensibles à la thèse du colloque, selon laquelle les processus internationaux de criminalisation constituent un matériau privilégié pour saisir les pratiques impérialistes actuelles. Et je me suis retrouvée dans la situation très bancale où j'étais celle qui amenait des bémols, celle qui apportait des nuances à la thèse. Et en fait, je voyais qu'en ce faisant, je perdais peu à peu l'intérêt de mes interlocuteurs. Et j'ai trouvé cette expérience déroutante. Et je me suis mise à réfléchir là-dessus. Comment faire pour explorer la relation complexe entre le crime, l'empire et l'impérialisme ? Et si l'on s'intéresse plus particulièrement à l'accusation de néocolonialisme qui a été proférée à l'encontre de la Cour pénale internationale, comment faire pour préserver l'intuition qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche, sans toutefois se satisfaire des arguments simplistes ou quantitatifs qui ont été avancés?
C'est finalement autour de cette question que j'ai structuré mes remarques, qui départent considérablement de ce que j'avais prévu de dire à l'origine. J'espère qu'il ne m'en sera pas tenu rigueur. Je voudrais commencer mes propos en disant quelques mots sur la question qui est inscrite au programme et qui chapeaute la première partie du colloque, à savoir la justice peut-elle être universelle? Lorsque je parlais avec mes amis et mes proches, je commençais toujours par cette question. Et en fait, je considère que formulée en ces termes, la question est problématique. Alors, elle présuppose effectivement qu'il y a quelque chose d'universel, que cet universel est une bonne chose et que c'est ce vers quoi la justice pénale devrait tendre. Alors, si l'on entend réfléchir de manière critique à la question de l'occidentalité des processus de criminalisation, encore une fois, le fait de poser la question en ces termes est problématique, selon moi. Et le problème ne tient pas seulement ou pas tellement à la sagacité réaliste qui demande à ce que l'on s'interroge sur le qualificatif universel. Universel pour qui, selon qui, contre quoi, etc. Selon moi, la question est problématique parce qu'elle nous conduit à prendre des chemins argumentatifs extrêmement balisés et parce qu'elle nous incite à adopter des positions connues qui sont seulement partiellement satisfaisantes. Alors je vais essayer d'expliquer un peu plus concrètement ce que j'entends par là. On sait tous, et ça a été rappelé précédemment, que les crimes internationaux sont censés transcender les particularités locales. Un crime contre l'humanité est censé être le même et jugé de la même façon qu'il soit perpétré en France ou en Algérie. Mais on sait tous également que la justice pénale internationale ne peut pas faire complètement fi des traditions locales. C'est d'ailleurs ce qui explique la création de juridictions pénales internationalisées, que ce soit en Sierra Leone, au Cambodge, au Kosovo ou au Timor oriental. Ces juridictions ont pour ambition d'inclure les acteurs locaux et de prendre en compte les spécificités locales afin de rendre la meilleure justice possible. Bref, les juristes s'entendent pour dire que la justice pénale internationale doit être à la fois universelle et particulière. Elle doit être universelle d'abord et avant tout pour éviter d'être arbitraire, mais elle doit aussi être particulière pour éviter d'être autoritaire. Ce qui est débattu en matière de justice pénale internationale ou internationalisée, c'est le juste équilibre à atteindre entre le besoin d'universalité et le besoin de particularité, de manière à éviter à la fois la dérive autoritaire et la dérive arbitraire. La difficulté alors, évidemment, c'est que n'importe quelle position devient vulnérable à la critique en raison de la réversibilité des termes. Alors je vais prendre un exemple qui est la composition des chambres extraordinaires du Cambodge. Alors la composition des chambres au Cambodge a été un véritable bras de fer entre l'ONU et le gouvernement cambodgien. D'un côté, à l'époque, dans les années 2000, les Nations Unies voulaient s'assurer qu'il y aurait une majorité de juges internationaux au sein des chambres de jugement, ce qui serait garant d'une certaine impartialité et donc universalité. Le langage est d'ailleurs explicite. On parle de juges internationaux et pas de juges étrangers. De l'autre côté, le gouvernement cambodgien voulait s'assurer que les juges nationaux auraient le dernier mot en cas de désaccord, au nom d'une meilleure connaissance et donc d'un meilleur respect de la tradition juridique locale. Au final, la solution qui a été trouvée est la suivante. La composante étrangère est minoritaire et la présidence des chambres est assurée par un Cambodgien. Seuls 2 des 5 juges qui composent la chambre de première instance sont étrangers, de même que 3 des 7 juges qui composent la chambre d'appel. Donc les Cambodgiens sont majoritaires. Et en contrepartie de cet avantage quantitatif pour le Cambodge, un système inédit a été instauré, c'est-à-dire que la majorité simple de juges ne suffit pas pour prendre une décision, il faut ce qu'on appelle pour les chambres extraordinaires une supermajorité. C'est-à-dire que les décisions doivent être prises à la majorité plus 1, ce qui signifie qu'un juge international sera forcément d'accord avec la décision qui a été prise. Ce que je tiens à souligner ici, c'est que la solution, finalement, elle est avant tout pragmatique. On espère que l'influence d'un juge international balancera les partis pris de la majorité cambodgienne. Voilà donc comment est assurée l'universalité des chambres extraordinaires du Cambodge de manière ad hoc.
Un autre cas de figure, et c'est le cœur de mon intervention, c'est la question de la concentration ou de la surreprésentation des affaires africaines devant la Cour pénale internationale. Alors je me suis intéressée à l'accusation de néocolonialisme qui a été formulée à l'encontre de la Cour pénale internationale et qui se fonde principalement sur l'argument suivant. Le fait que le procureur de la Cour se soit quasi exclusivement intéressé à des affaires concernant le continent africain témoignerait du néocolonialisme et donc de l'absence d'universalité de la Cour pénale internationale. Alors il y a deux variantes de cette position. Soit on insiste pour dire que la Cour pénale internationale est l'instrument des grandes puissances qui sont regroupées au sein du Conseil de sécurité. L'influence du Conseil de sécurité serait telle qu'il pourrait suspendre certaines enquêtes pouvant concerner les grandes puissances ou encore qu'il pourrait orienter le travail du procureur. Ça, c'est la première position. La deuxième alternative, c'est qu'on insiste sur l'existence d'un double critère de 2 poids 2 mesures. On souligne que la violence politique n'est pas propre au continent africain. Il n'y a qu'à voir ce que font les pays occidentaux en Afghanistan et en Irak, et pourtant, il n'y a aucune enquête qui est menée. Ces arguments sont sujets à de contre-arguments, et on rétorque habituellement de 2 façons distinctes. La première façon consiste à mettre l'accent sur le jeu des États africains eux-mêmes, qui n'hésitent pas à instrumentaliser la Cour et à faire preuve d'opportunisme en matière de justice pénale internationale. C'est bien le Rwanda qui a demandé en 1994 la création d'un tribunal pénal international. De la même façon, c'est la Sierra Leone qui a engagé des démarches auprès du secrétaire général des Nations Unies afin d'aboutir à la création d'une cour spéciale. Dans les 2 cas de figure, la justice pénale a permis ce que j'appelle de dignifier la répression des crimes par son internationalisation et aussi pour ces États à accéder à des ressources significatives de l'ONU. La deuxième façon, ou le deuxième contre-argument, qui combat l'accusation de néocolonialisme, consiste à souligner que les Africains sont en fait largement représentés parmi le personnel des tribunaux pénaux internationaux, y compris au niveau des postes très élevés de juges et de procureurs, ce qui témoignerait à la fois du désir d'inclusivité de la part de l'ONU et qui impliquerait de relativiser l'idée d'un complot contre l'Afrique. Alors à mes yeux, ces 2 réponses, donc je caricature, mais tel est le débat sur le néocolonialisme de la Cour pénale internationale, et à mes yeux, ces 2 réponses ne sont que partiellement satisfaisantes, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors d'un côté, le fait de mettre l'accent sur l'opportunisme des États africains en matière de justice pénale est persuasif seulement si l'on présuppose que les actions africaines devraient être pures, alors que les États occidentaux, eux, pourraient faire preuve de cynisme. L'argument d'opportunité ne dissipe pas non plus l'idée qu'il existe des pressions exercées par les pays occidentaux sur les États africains et qu'il existe aussi un rapport de force, certes mouvant, mais toujours en faveur des grandes puissances occidentales. Plus important encore, le fait de mettre l'accent sur les motifs derrière les comportements étatiques conduit à penser que nous, juristes, n'avons plus grand-chose à dire en la matière et, si je grossis les traits, que nous ferions mieux de devenir des experts en relations internationales. Le fait d'insister cette fois-ci sur la présence du personnel africain au sein de la Cour pénale internationale est, à mes yeux, également problématique. Pourquoi se pose la question de la représentation? Les juges ou les procureurs africains sont censés représenter qui? Le continent africain, leur état d'origine, leur nation, leur ethnie, les victimes. J'ai travaillé pendant 1 an au sein du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies en Guinée. J'étais chargée de protection dans un camp de réfugiés de 30 000 réfugiés libériens. Là-bas, j'étais sans aucun doute la Toubabou. Mais j'ai été étonnée de constater que certains de mes collègues africains au sein du HCR étaient méprisés par les réfugiés. Leur mentalité était si hautaine que certains réfugiés ont pu me dire que mes collègues avaient certes la peau noire, mais qu'ils étaient blancs de l'intérieur. Alors, si je fais cet aparté, c'est simplement pour dire que l'argument de représentation
nous fait entrer dans des considérations d'ordre sociologique, voire anthropologique, et encore une fois qu'on se sent assez démuni en tant que juriste. En bout de ligne, avec les arguments classiques déployés de part et d'autre, il me semble qu'on n'est pas tellement plus avancé pour répondre à la question de savoir si la justice pénale internationale est bel et bien universelle, et plus précisément, pour savoir si la Cour pénale internationale agit de manière néocoloniale vis-à-vis de l'Afrique. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire pour réfléchir de manière critique à cette question, il me paraît plus intéressant d'examiner le traitement postcolonial de l'Afrique à travers les catégories de la justice pénale. Et je me fonde ici, pour mes propos, sur un excellent article qui a été rédigé par Frédéric Maigret, que j'ai vu en fond de salle, un article qui a été rédigé en 2013. Alors il montre dans cet article comment il y a une orientalisation de l'Afrique dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale en la désignant comme autre. Et c'est le cas particulièrement lorsqu'il y a une insistance sur des crimes présentés comme typiquement africains et donc particulièrement barbares, tels que les enfants soldats ou les bushwives. Alors je vais me concentrer ici sur le phénomène des enfants soldats. Je pense que tout le monde sait ici que le phénomène des enfants soldats a reçu une attention particulière par la Cour pénale internationale, puisque le premier accusé, Thomas Lubanga, a été condamné pour ce seul crime, alors même qu'il avait été poursuivi pour des crimes contre l'humanité et crimes de génocide au Congo. L'image de l'enfant soldat porteur d'une Kalachnikov plus grande que lui est devenue, et là je cite Jean-Hervé Jézéquel, le symbole d'une violence typiquement africaine, une violence barbare qui dépasse l'acceptable et le rationnel pour le regard occidental. Ce que je voudrais souligner, c'est que le fait de stigmatiser à la fois la gravité et la noirceur du phénomène des enfants soldats rappelle fortement l'entreprise coloniale. Il suffit de penser à la façon dont l'accusation d'anthropophagie a servi les visées coloniales, en Afrique comme en Amérique latine, en fournissant une espèce de repoussoir absolu et en légitimant l'introduction de lois européennes. C'est une espèce de fabrication de l'autre tellement radicale qui permet une hiérarchisation, donc on se différencie de manière radicale, donc on se met de manière supérieure, on se met au-dessus de l'autre, et c'est ce qui a permis à l'entreprise coloniale de se déployer au nom de la mission de civilisation. La Cour pénale internationale, en mettant en exergue le phénomène des enfants soldats, a aussi renoué avec un discours d'origine coloniale qui est extrêmement connoté et qui mettait à l'époque en exergue l'incapacité des indigènes à s'occuper de leurs enfants. Cette incapacité des Africains à s'occuper de leurs enfants justifiait, à l'ère coloniale, des mesures tutélaires. On retrouve donc au sein du raisonnement de la Cour l'idée d'une Afrique enfantine, incapable de s'occuper de ses enfants correctement. Ce discours est d'autant plus problématique et biaisé que le phénomène des enfants soldats a existé en Occident et évidemment que les armées coloniales n'ont pas hésité à recourir à cette pratique pour faire pression sur les chefs africains. Alors j'en arrive à ma conclusion qui est aussi un plaidoyer. En fait, je crois qu'il est impossible d'évaluer la nature néocoloniale de la justice pénale internationale sans mieux comprendre les rouages de l'entreprise coloniale elle-même. C'est-à-dire qu'il faut replacer cette question dans un temps beaucoup plus long, de manière à comprendre les continuités et les discontinuités entre l'ère coloniale et l'ère postcoloniale. Donc, étudier le droit international colonial, étudier les pratiques ou l'histoire des pratiques pénales coloniales, voilà ce qui me semble être un programme d'études et d'action pour les juristes intéressés dans les processus impérialistes actuels. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Donc, la dernière présentation avant la pause sera faite par Nancy Turgeon et elle s'intitule L'étude des empires au-delà des frontières disciplinaires et anachronisme eurocentriste. Donc, Nancy Turgeon poursuit des études doctorales en relations internationales à l'Université de Sussex en Angleterre. Sa thèse porte sur la problématique de l'eurocentrisme au sein de la sociologie historique et elle détient aussi une maîtrise en sociologie de l'UQAM. Merci. En fait, comme Dominique
le disais. Ma formation est en relations internationales, donc j'imagine que je ne fais pas partie de l'élite juridique, donc on discutait dans le mot bienvenue, mais je vais essayer de contribuer au colloque tout de même. Ma présentation va peut-être être à la fois un peu différente. Je vais adopter une perspective qui est plus historique et aussi plus macro-théorique à la fois. Je vais aussi mobiliser une dimension plus élargie de crime que ce qu'on a fait jusqu'à présent, probablement à cause qu'on provient de disciplines différentes. En fait, ma contribution aujourd'hui, ce serait donc de faire une sociologie historique des transformations du droit interne et international afin de cibler les origines sociales de leur modernité pour comprendre comment les pratiques de criminalisation diffèrent à partir de cette rupture. C'est à mon avis très important de conceptualiser le droit comme un processus social et de le situer dans des relations de pouvoir spécifiques afin de comprendre les variations socio-historiques dans la définition et la contestation de ce qu'est un crime et de ce qu'est la propriété. Mon hypothèse de base, c'est que pour comprendre la modernité du droit et de la souveraineté, il faut déplacer la dichotomie entre l'Orient et l'Occident pour rechercher plutôt ses racines dans la transition au capitalisme en Angleterre. C'est une des propositions qui est un des résultats de ma thèse sur la Chine impériale, dans laquelle je remets en question plusieurs récits dominants sur l'émergence de la modernité européenne, et je le fais à partir des travaux des marxistes politiques, qui est une approche en sociologie historique. Une des particularités de cette approche, c'est de considérer le droit comme constitutif des relations sociales. Mais pour commencer, je vais expliquer pourquoi je crois qu'on fait fausse route en opposant l'Europe au reste du monde et pourquoi la différenciation des trajectoires au sein de l'Europe me semble importante. Je vais ensuite illustrer les parallèles entre la Chine impériale et l'Europe continentale absolutiste et je vais le reposer avec ce qui se passe avec l'émergence du capitalisme en Angleterre en matière de droit et de crimes internes et en matière de droit et de crimes internationaux. Pour la quatrième partie de mon exposé, je vais tenter de tirer des conclusions sur la théorisation des pratiques de criminalisation à l'ère contemporaine. Je vais le faire à partir de mon cadre théorique et de ma conception d'évolution du droit international. Donc, mais je vais commencer par expliquer comment mon cadre théorique me permet de tracer comme ça des parallèles entre la France et la Chine et comment ça m'amène à éviter de considérer l'Europe comme un tout homogène. C'est sûr qu'il y a des spécificités dans la manière dont le droit est mobilisé dans chacune des sociétés et je vais tenter d'en rendre compte le plus possible malgré les contraintes de temps, mais je ne suis pas certaine que je vais totalement réussir. Mais il reste surtout que la grande distinction doit être située avec l'émergence du capitalisme et la transformation de la relation légale à la propriété. À ce sujet, je vais reprendre les définitions de Robert Brenner et de Ellen Wood et je vais situer la transition au capitalisme dans les campagnes anglaises des 16e et 17e siècles. Pour eux, le capitalisme signifie que tous les acteurs doivent transiter par le marché pour assurer leur reproduction sociale et ça présuppose une séparation des producteurs de leurs moyens de subsistance. Donc, la caractéristique majeure du capitalisme deviendrait que l'exploitation se déroule désormais dans la sphère privée de l'économie. Par contraste, dans les régimes précapitalistes dont font partie, je vais soutenir l'Europe continentale absolutiste et la Chine impériale, dans ces régimes précapitalistes dynastiques, c'est l'extraction du surplus social, ça va se faire plutôt par des moyens extra-économiques, donc par des moyens politiques, militaires et juridiques. Au moins jusqu'au 19e siècle, en Europe continentale absolutiste et en Chine impériale, on peut constater deux phénomènes à partir de la théorie du marxisme politique. D'abord, on voit une institutionnalisation juridique des inégalités sociales qui vient donner le droit à certains de s'approprier le fruit du travail des autres. Ensuite, on voit que cette imbrication de la logique d'appropriation au sein des États va prévenir une souveraineté basée sur l'égalité juridique au niveau international. On va donc dire que les crimes de cette période vont plus référer à des violations de généalogie dynastique privée et concurrente ou à des violations de différences en termes de statut politique. C'est en contraste par rapport à des notions de crime qui vont être articulées comme des violations de principes communs, basées sur l'intégrité territoriale détachée du souverain ou basées sur un droit individuel partagé par tous. Pour démontrer ceci, je vais d'abord opposer les systèmes de justice chinois et français à celui qui se développe en Angleterre, afin d'évaluer comment ce qu'on criminalise au niveau interne diffère entre ces États précapitalistes d'une part et l'Angleterre durant la transition d'autre part.
Ça va à l'encontre de plusieurs narratifs sur l'émergence de l'Europe, que ces narratifs soient néo-institutionnalistes, néo-weberiens ou marxistes. La plupart de ces récits vont venir présupposer que le système juridique des États européens va se distinguer par sa conception rationnelle, qu'il y aurait en Europe, de manière plus générale, un État de droit et la sécurité des droits de propriété. On va voir la Chine comme l'opposé de l'Europe, de l'État de droit européen, et on va qualifier son régime juridique de règne de la moralité confucéenne. On va dire que le droit de la sphère privée sur les affaires civiles et économiques était sous-développé et laissé à des organisations communales comme les villages, les clans et les guildes. Ces analyses vont se baser entre autres sur le code pénal qui est en vigueur en Chine impériale depuis la dynastie des Tang au 7e siècle. Le code pénal était toutefois révisé à maintes reprises selon les transformations des relations sociales et il y a aussi un nombre de mythes à son sujet que je crois qu'il faut remettre en question. Le code était certainement rédigé en termes d'interdiction et de sanctions et qualifiait les affaires civiles d'affaires mineures. Or, le code en traitait néanmoins beaucoup en traitant des affaires relatives à l'héritage, le mariage, la dette, la terre. Il va donc encadrer le droit à la propriété, même s'il le fait de manière négative. C'est toutefois pas un mythe que dans le code légal, dans le code pénal et en Chine impériale, de manière plus générale, il n'y avait pas de distinction entre les affaires civiles et criminelles. Les cours locales prenaient aussi en compte les traditions coutumières de la région en plus du code pénal. Et il y avait aussi en parallèle un système de justice informelle dans les villages. Par contre, ces points se distinguent peu, par exemple, de la justice en France absolutiste. Il y avait aussi en France une pluralité de juridictions, par exemple seigneuriale, royale et ecclésiastique. Les paysans étaient aussi organisés comme des communautés politiques dans leur village et défendaient leurs droits coutumiers qui avaient force de loi dans les juridictions locales. Il y avait une pluralité de codes et ce n'est en fait qu'après la Révolution qu'il va y avoir des tentatives d'uniformisation du droit et des tentatives de distinction entre le droit civil, criminel et administratif. En fait, on peut aussi voir ces tentatives d'uniformisation du droit comme des luttes d'accumulation juridictionnelle entre le roi et les seigneurs français. Mais il y a aussi plusieurs autres parallèles entre la Chine impériale et la France absolutiste dans leur fusion du pouvoir politique de la domination avec le pouvoir économique de l'exploitation. C'est des parallèles qui peuvent nous éclairer sur la divergence avec ce qui se passe en Angleterre. Au 14e siècle en France et dans la Chine des Ming au 17e siècle, les paysans ont réussi à sécuriser leur droit à la terre et à se libérer de leur dépendance formelle aux landlords qui étaient sous forme d'esclavage. C'est un résultat d'un conflit social qui va être codifié par l'État qui cherche à affaiblir la classe de landlord parce que l'État est en fait en concurrence pour l'extraction des surplus des paysans avec la classe de landlord et l'extraction se déroulait par l'extraction de rentes ou de taxes. Donc, la classe dominante, suite à ça et au fil du temps, doit de plus en plus passer par l'État pour participer à la redistribution des revenus. Les États chinois et français vont donc vendre des offices et des droits de monopole dans une économie politique de titres et de position politique. C'était le statut d'aristocrate, de mandarin ou de marchand prouvé par l'État qui médiatisait l'appropriation. Qui peut faire partie de ces ordres? C'était évidemment le fruit de négociations et de conflits, tout comme les modalités de l'appropriation qui est permise par ces titres. Donc, en résumé, l'institutionnalisation des différenciations en statut, c'était la base de ces régimes dynastiques. Ce qu'on peut voir, c'est que ce que l'État tentait de criminaliser alors, c'est l'usurpation de droits ou de statuts qui concurrençaient ceux qui détenaient un pouvoir social à travers eux. On maintenait une égalité juridique des paysans et de la classe dominante et une panoplie de droits, dont les droits coutumiers et communaux. En Angleterre, au contraire, il y a eu un changement radical des relations sociales et légales à la terre et à la production avec la transition au capitalisme. Essentiellement, les landlords anglais ont commencé à exploiter les paysans, non pas par la coercition ou par le droit, mais en louant leurs terres aux paysans qui offraient le plus, et donc en rendant tous les acteurs dépendants du marché pour leur reproduction sociale. Plutôt que de tenter de maintenir un système juridique parallèle ou d'institutionnaliser autrement leurs différences de statut, comme en France ou en Chine, les landlords se sont donc joints au droit dans le Parlement et ont utilisé la common law pour défendre leur nouvelle forme de propriété qui dépendait sur un droit exclusif à la terre. Avec le processus d'enclosure, la common law va être utilisée pour dissoudre le droit coutumier et la régulation collective dans les villages du droit d'usage de la terre.
Le droit de propriété va devenir lié à la revendication de son amélioration, de l'accroissement de sa productivité. Le nouveau droit pénal anglais va donc participer sur cette base à l'expropriation des paysans et à la criminalisation pratique du droit coutumier. Avec l'émergence du capitalisme, comme va bien l'illustrer l'historien E.P. Thompson, ce qui va être criminalisé, c'est par exemple la culture ou la chasse sur des terres communales. C'est parce que les droits communaux entraient en contradiction avec la nouvelle conception de la propriété comme droit individuel, qui, pour la première fois, venait institutionnaliser une exploitation qui passait entièrement qui passe toujours, par des contrats libres entre égaux au sein de l'économie. Donc, la distinction entre le public et le privé n'émerge qu'avec le capitalisme parce qu'avant, l'État, c'était l'instrument même de l'appropriation. Dans les sociétés pré-capitalistes, au plan interne, les stratégies des classes dominantes vont passer par l'obtention et la protection d'un accès politique privilégié à l'administration de certains producteurs et de territoires. Les stratégies externes de la classe dominante sont alors similaires et passent par l'extension de leur souveraineté qui doit être vue comme personnalisée. Je soutiens avec le marxisme politique que ces distinctions pré-capitalistes ont des conséquences pour le droit international, si on peut utiliser ce terme pour l'époque dynastique. Or, dans les récits sur l'émergence de l'Europe, la comparaison qui va être faite, ça va être plutôt celle entre, d'une part, les relations internationales européennes et, d'autre part, les relations internationales chinoises. Et on va le faire à partir de la différence entre des systèmes qui reposent soit sur l'anarchie ou soit sur la hiérarchie. Les traités de Westphalie sont donc vus comme donnant naissance au droit international moderne qui repose sur l'égalité formelle entre États souverains en Europe. On va contraster alors ce système européen au système tributaire de l'Asie de l'Est. Le système tributaire, c'était un système géopolitique hiérarchique entre États confucianistes. C'est un système qui était vu comme stable, présidé par la Chine et pacifiant les relations internationales de la région. Je vais soutenir que les termes d'égalité et de hiérarchie, ce n'est pas les bons termes pour comprendre ces systèmes juridiques régionaux. En Chine impériale, comme en Europe absolutiste, les traités et la diplomatie vont bien sûr se multiplier à travers le système tributaire et le système westphalien. Toutefois, les discours de hiérarchie confucéenne ou d'égalité westphalienne, à mon avis, masquent comment l'imposition de la souveraineté, c'est un enjeu qui était d'abord économique. Ce sont deux cas de relations internationales dynastiques qui reposent sur le principe d'accumulation géopolitique. Ce que ça signifie, ce concept, c'est que les États personnalisés, privatisés, étaient poussés à accaparer des territoires et les producteurs qui s'y trouvaient, parce que les revenus de la classe dirigeante dépendaient de la possibilité d'imposer leurs revendications sur leur base de taxation. Les États vont ici tenter d'imposer une distinction entre l'interne et l'externe. Ils vont le faire à travers des moyens légaux pour renforcer leur souveraineté dynastique. C'était toutefois une distinction qui était fictive et changeante parce que si les dynastes étaient poussés vers l'accumulation géopolitique, les crises fiscales qui émergeaient suite à ces guerres menaient les dynastes à devoir redonner plus de pouvoir juridictionnel à des agents privés. Donc, l'intégration et l'intégrité territoriale, c'était donc impossible, et la guerre, c'était le moyen de résoudre les conflits relatifs à la propriété. En ce qui concerne l'Europe, ce que nous apprend le mythe de 1648 de Benno Teschke, c'est que les généalogies dynastiques et les droits de succession formaient le principe juridique de l'ère westphalienne. Au niveau régional, la notion de crime est ainsi relative à la légitimité des mariages et des alliances dynastiques, ce qui faisait du droit international public essentiellement un droit dynastique familial privé. La justification des guerres et la légitimité de la gouvernance d'un État étaient donc ancrées dans des principes qui étaient fondamentalement contradictoires. Par exemple, on peut citer à ce sujet les guerres de succession internes qui menaient à des guerres interétatiques. Bref, ce que j'ai tenté d'avancer, c'est qu'en Europe continentale et en Chine impériale, les notions de crime interne et international tirent leur origine et révèlent des principes d'accumulation différents de ceux d'Angleterre en raison de la spécificité de leur relation légale à la propriété. Après ces détours historiques, je peux maintenant aborder les impacts de recontextualiser ainsi la modernité du système interétatique et du droit international à partir de l'internationalisation du capitalisme. Pour les marxistes politiques, ce
Ce n'est qu'à la suite de la privatisation du pouvoir d'appropriation au sein du capitalisme qu'il est devenu possible d'avoir un État qui est dépersonnalisé, dont la classe dominante n'a plus à reproduire son pouvoir social en imposant systématiquement l'inégalité juridique et politique sur son territoire et en cherchant à l'agrandir. L'exploitation en Angleterre et dans ses colonies peut alors passer principalement par l'extension du principe d'enclosure et de la common law. Il n'y a pas de ligne droite, par contre, entre ce processus interne et sa projection dans l'impérialisme et dans le droit international, entre autres parce que l'Angleterre faisait face à la compétition des États dynastiques du continent. Le droit international qui va naître au 19e siècle a donc été le résultat de compromis entre les puissances aux pratiques de souveraineté divergentes. Malgré tout, comme l'a illustré par exemple Mayapal, l'Angleterre a exporté une forme inédite de souveraineté, même si elle était hiérarchisée, et ça a été fait notamment à travers l'extraterritorialité au 19e siècle. L'internationalisation de la forme moderne de l'État s'est bien sûr faite en contact avec les sociétés non occidentales, entre autres pour justifier leur domination sur une nouvelle base. Ça a été fait à travers une forme de souveraineté fondamentalement différente de celle de la période westphalienne. Bien sûr, cette possibilité d'une égalité juridique entre les citoyens et entre les États, qui est amenée par le processus conflictuel d'émergence et d'internationalisation du capitalisme, ça ne veut pas dire que le droit est plus mobilisé dans les dynamiques de domination à l'ère capitaliste contemporaine. Au contraire, et en effet, je crois que vous allez le démontrer tout au long du colloque. Je crois qu'il faut mobiliser une même conception du droit comme processus social, enjeu, conflit et instrument de légitimation pour les deux périodes. Il faut aussi reconnaître, par contre, que le droit moderne va venir institutionnaliser les résultats d'un conflit particulier qui va reléguer l'exploitation à la sphère privée de l'économie. À partir de ce développement en Angleterre, l'impérialisme peut donc prendre une nouvelle forme de l'imposition de la dissociation des sphères de l'économique et du politique, sans annexion ou revendication de souveraineté, en respectant et même en promouvant l'intégrité territoriale des États. Je crois que la rhétorique du crime international peut contribuer à ce processus en créant des motifs d'intervention pour imposer ou renforcer des formes spécifiques d'État et de propriété. La justice transitionnelle peut aussi participer à ces processus. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les processus de criminalisation vont relever d'une volonté de faciliter l'accumulation pour les puissances qui l'utilisent. On peut évidemment aussi utiliser le droit pour criminaliser des manquements à l'égalité formelle. Et il y a aussi beaucoup d'inégalités et de domination qui perdurent. Je crois que pour chaque cas, il faut retracer comment certains processus internationaux de criminalisation participent aux tentatives de dépolitisation, de repolitisation de l'économie et comment ils expriment des stratégies de territorialisation et d'accumulation. Je pense que c'est nécessaire aussi pour analyser les limites de la justice internationale contemporaine. Il est donc nécessaire d'analyser l'implication socio-historique des nouvelles catégories juridiques d'États et citoyens dans le processus de privatisation des mécanismes d'appropriation. C'est nécessaire pour comprendre que la notion de crime, telle que construite dans le capitalisme, peut laisser intact tout un pan des inégalités parce que l'exploitation peut désormais cohabiter avec l'égalité formelle. Donc, pour conclure, au cours de mon exposé, ce que j'ai tenté de faire, c'est de répondre à un des axes de ce colloque qui visait à situer historiquement, géographiquement et socialement la notion même de crime international. J'ai tenté de démontrer que la notion de crime est issue de conflits sociaux et qu'elle vise à institutionnaliser et légitimer des relations de pouvoir spécifiques. Ces notions de crime doivent se comprendre dans les contextes de régimes sociaux de propriété qui se traduisent au niveau des systèmes géopolitiques. Une telle comparaison implique qu'il faut situer la modernité du droit interne et international, non pas en Europe qu'on considérait alors comme un tout homogène, mais à travers un processus qui était spécifique et qui a débuté en Angleterre. Il est important de ainsi contextualiser socio-historiquement l'émergence du droit moderne et de la souveraineté moderne pour dépasser le discours des avantages naturels de l'Europe et pour comprendre aussi les nouvelles formes de relations de pouvoir que ce droit va permettre. Donc, ma contribution à ce colloque voulait surtout souligner les conditions qui ont permis l'ensemble de dualités sur... les conditions qui ont permis l'ensemble de dualités sur lesquelles va se fonder notre compréhension du droit international. Si
aussi, on peut retracer socio-historiquement l'émergence de la différenciation entre les sphères du politique et de l'économique et de la différenciation entre les dimensions internes et externes. Ça veut dire que leur implantation et leur internationalisation, mais aussi leur reproduction et leur transformation ont été et sont toujours contestées. Les États et le droit vont donc être des terrains de lutte institutionnels et idéologiques. C'est sur cet arrière-plan, je crois qu'on peut analyser et évaluer les dynamiques impérialistes et les pratiques de criminalisation. Merci. Alors, merci pour cette présentation. Nous allons maintenant ouvrir à une première discussion dans le cadre de cette première partie de ce panel. Donc, je vous invite simplement à venir poser vos questions au micro, j'imagine. Oui, voilà. Je propose de prendre quelques questions d'emblée, puis après ça, on verra comment s'oriente la discussion. Petite question pour Diane. La notion de sacrifice, tu as évoqué ça un petit peu, mais sans vraiment approfondir. Je voudrais peut-être que tu élabores un peu là-dessus. Qui est sacrifié par la justice pénale internationale? Quelle est la fonction symbolique du sacrifice? Et à quoi est-ce que tu rattaches ça dans l'histoire du droit pénal? Ou quelle fonction ça sert dans la société internationale? Tu as évoqué Girard, j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus. Ma question est pour Anne-Charlotte. Dans le processus que je qualifierais d'altérisation, lorsque tu as parlé des enfants soldats, je te cite une citation que tu as évoquée. On parle du symbole d'une violence typiquement africaine. Là, je renvoie peut-être à Édouard Saïd. Dans quelle mesure, selon toi, puis peut-être que la question pourrait aussi, peut-être que Diane pourrait peut-être y répondre, dans quelle mesure cette altérisation, cette construction de l'autre n'est-elle pas nécessaire à la construction du soi, c'est-à-dire que la construction de l'autre africain serait peut-être nécessaire à la construction de l'identité occidentale. Et j'ai aussi une question pour Nancy Turgeon. Au départ, tu nous as dit que selon toi, si j'ai compris l'introduction, il faut déplacer la contradiction Orient-Occident vers une compréhension de la transition du capitalisme donc en Angleterre. Mais la question est la suivante, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant cela, on établit une étanchéité peut-être un peu trop importante entre, disons, le processus constitutif ou les processus constitutifs du capitalisme et cette contradiction Orient-Occident qui, dans une perspective marxiste, doit aussi, à mon avis, être perçue comme étant directement reliée à la construction du capitalisme ou à sa reproduction, en fait. Je vais écouter une question. Oui. C'était pour Diane. Je trouvais ça très intéressant, cette analyse-là du symbole du catholicisme, finalement, qu'on peut retrouver dans le système pénal. Puis je me demandais si c'était pas d'autant plus actuel ou en tout cas un signe autre de l'impérialisme qui peut exister dans le système pénal, dans le contexte où actuellement il y a une forte guerre, ou en tout cas une espèce de lutte à la religion musulmane qui serait teintée de tous les maux. Puis finalement, dans le fond, il y aurait beaucoup de relents catholicistes. En Occident, on se revendique souvent d'une forme de laïcité. Puis finalement, notre système est encore assez religieux de ce que je comprends. Fait que je trouvais qu'il y avait peut-être un autre signe impérialiste avec les guerres musulmanes. On peut y aller avec les premières réponses. Donc, Merci pour ces premières réactions. Alors par rapport à Girard, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'avais pas le temps.
Mais donc c'est une idée qui n'est pas de moi, hein, on la trouve chez plusieurs auteurs. L'idée c'est que donc Girard présente le sacrifice comme quelque chose de nécessaire à la société. Donc, dans sa vision socio-anthropologique, la société est marquée par une très grande violence, laquelle ne peut être sublimée par le collectif que par un acte d'une violence encore plus extrême, à savoir le lynchage d'un membre de la communauté qui est désigné arbitrairement comme un bouc émissaire. Et ce sacrifice ultime va permettre de dépasser un cycle de violence et du coup de repartir dans un fonctionnement collectif plus fonctionnel. Et c'est vrai que l'interprétation se prête assez bien au droit pénal. Donc, comme je le répète, c'est Christian Nils Robert notamment qui l'a mis au jour. Mais elle se prête particulièrement bien au droit international pénal, puisqu'on voit effectivement vraiment cette figure de l'accusé solitaire, seul face à une violence collective et dont le procès, le lynchage symbolique s'entend, permet, enfin du moins devrait permettre dans l'idéal et dans l'espoir international pénal de sublimer la violence et de repartir dans un cycle sociétal plus équilibré. Alors, qui est sacrifié? A priori l'accusé. Après, c'est vrai qu'on peut partir dans des interprétations. Enfin, ta question, Frédéric, me mène plus loin. On pourrait discuter qui est vraiment sacrifié. Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? L'idée, c'est de renforcer la société, mais de la renforcer pour qui? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que le but, c'est vraiment de renforcer la société directement impactée par, directement en souffrance par rapport au drame collectif, ou au contraire, plutôt de renforcer le cadre normatif en vigueur ailleurs? Ça, c'est un peu plus foucaldien, évidemment, ou durkheimien, c'est la peine a pour premier destinataire ceux qui ne sont en fait pas punis, c'est tous les autres, tous ceux qui voient ce qui est puni et qui du coup ne commettront pas le meurtre. Et donc l'idée, c'est peut-être que le renforcement de la société visé par ce sacrifice, ce serait plutôt le renforcement de la société occidentale dans sa stabilité. Surtout, ne faisons pas ça. Ça, je ne sais pas très bien. Voilà, ce qui est très intéressant chez Girard, évidemment, c'est plutôt cette analyse de la violence ambiante dans la société, cette interprétation très, très forte. Après, évidemment, c'est une analyse qui est beaucoup plus fondamentale que celle que je propose avec la sécularisation, puisque c'est pas une analyse culturelle, en fait, c'est une analyse plus anthropologique, presque psychanalytique. Donc c'est quelque chose qui renvoie à quelque chose de soit beaucoup plus ancien, soit de beaucoup plus profond. Et évidemment, c'est un peu à un autre niveau, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu creuser aujourd'hui, mais en faisant quand même référence à ça, parce qu'à mon sens, ça indique quelque chose de l'ordre du sacré, quelque chose de l'ordre du symbolique qui se joue aussi, et je le répète, pas seulement dans les procédures internationales pénales. Voilà. Oui, alors, pour répondre à Rémi très brièvement, effectivement, on se définit par rapport à l'autre et que la construction de l'altérité est inévitable. Moi, ce qui me paraissait problématique, en fait, dans le raisonnement de la Cour et dans sa façon d'avancer des arguments, c'est que la construction actuelle de l'autre africain, et notamment par le biais des enfants soldats, ressemble à celle qui a eu lieu lors de l'ère coloniale et qui a permis de justifier la mission de civilisation. C'est là où elle devient problématique. Merci Rémi pour ta question. En fait, moi, les raisons de ce déplacement que je fais entre l'opposition entre l'Occident et l'Orient vers une analyse de l'émergence du capitalisme en Angleterre, c'est en fait pour combattre l'eurocentrisme en partie. En fait, ce que ça me permet de faire pour moi, d'arrêter de regarder les dichotomies entre l'Orient et l'Occident, c'est surtout pour combattre l'idée ou les phénomènes de naturalisation des avantages européens qu'on retrouve partout dans les récits et les narratifs sur le Rise of the West. J'essaie plus de voir l'émergence du capitalisme et de la modernité comme le résultat d'un conflit qui n'était pas, donc c'était pas un résultat qui était inévitable, et pour ça je vais adopter une perspective plus agentielle. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas théoriser le rôle de la non-Europe dans l'émergence du capitalisme et dans la reproduction du capitalisme. Pour ce qui est du rôle des sociétés non européennes, si c'est un rôle constitutif dans l'émergence du capitalisme, je pense qu'il faut avoir un débat empirique sur la question. Je ne pense pas que c'est eurocentriste, mais en normative, d'envisager que peut-être que
le rôle de l'Orient, c'était pas une condition nécessaire à l'émergence du capitalisme, mais on peut quand même vraiment retracer son influence. Mais pour ce qui est à savoir si c'est une condition nécessaire, c'est autre chose. Le rôle de l'Orient dans la reproduction du capitalisme, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, qu'il faut en fait, le contact entre l'Europe et le reste du monde a été très important et continue d'être important pour les transformations de la forme du capitalisme et la reproduction de l'ordre social. Alors, pour la dernière question, je n'y avais pas pensé, donc c'est très intéressant. Alors, je pense que la grille d'études de la sécularisation, elle est effectivement intéressante quand on pense à cet état de tension, du moins entre différentes cultures. On a tendance à penser, ou du moins à lire dans les médias, nous, neutres et impartiaux, face à ces sociétés encore marquées de religion. Et c'est évidemment intéressant de se rappeler que nous sommes aussi marqués de religion, même si très officiellement nous ne le sommes plus, mais en fait c'est prégnant partout. Après, de savoir si ça s'inscrit vraiment, si le projet international pénal sécularisé lui aussi, enfin marqué par ce transfert d'attitudes religieuses, s'inscrit dans une guerre, on va dire, de l'empire judéo-chrétien contre les autres traditions, je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Maintenant, je remarque quand même que les pays concernés, donc on pourrait dire à qui on appliquerait ce droit international pénal, donc les pays africains pour le moment, sont plutôt, suite à la colonisation, marqués par la même tradition religieuse. Et donc ne sont pas encore, on n'est pas dans une démarche de colonisation, on va dire, à cet égard-là. Donc je ne sais pas si ça s'inscrirait dans une option pareille. Ça pourrait être intéressant d'y réfléchir par rapport à la non-action internationale pénale en Syrie, en Afghanistan, en Irak, bien que les gens concernés en Afghanistan et Irak étaient plutôt des Américains et des Anglais. C'est vrai qu'il y a quand même la Libye. Je ne sais pas si ça tient, il faudrait y réfléchir. Mais je pense que ça reste intéressant de le garder en tête pour relativiser quand même cette opposition entre démocratie neutre et art religieuse et les autres. Voilà. Par contre, je m'abstiens de répondre à la question très compliquée de... Merci. Alors, d'autres questions? Tout d'abord, merci à toutes les trois pour vos contributions. Alors, je sais pas si c'est une question ou un commentaire pour Diane. Tu termines ton exposé en disant qu'il existe d'autres empires que celui de la chrétienté, qu'il existe d'autres façons de répondre à la violence que le droit pénal international. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que l'alternative qui a été proposée au droit pénal international et qui est de l'ordre de la justice restauratrice, telle qu'incarnée par les commissions de vérité et de réconciliation par exemple, est tout aussi empreinte de ce registre chrétien. C'est souvent des archevêques d'ailleurs qui président les commissions de vérité. C'est Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu, qui a popularisé vraiment le modèle des commissions de vérité. Et finalement, on retrouve de nouveau toute cette prégnance et ces racines religieuses. Alors, je me demandais comment en sortir. Autres commentaires, questions? Je peux en formuler une qui pourrait s'adresser à la fois à Diane et à Anne-Charlotte, qui est en lien avec peut-être le titre du panel. Je relisais hier les travaux de la malheureusement défunte Commission du droit du Canada sur le droit pénal et j'ai accroché sur cette phrase qui était tout à fait dans le contexte du panel aujourd'hui sur le droit pénal universalise un problème en personnalisant les causes. Donc, je me posais la question, est-ce que c'est le droit, est-ce que en fait c'est la justice pénale qui est universelle ou le problème auquel on veut s'attaquer qui est prétendument universel? Donc, c'était un petit peu là dans ce thème-là. Donc, est-ce que c'est vraiment la justice qui est universelle ou le message qu'on veut envoyer, le problème auquel on veut s'attaquer qui est prétendument universel, évidemment? Je vais laisser ma collègue répondre en premier. Il y avait d'abord une autre question. Merci Patricia, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais cela dit, j'ai dit, il existe d'autres réponses en amont et en aval de la violence. Donc si on pouvait donner quelques-uns des 101 millions d'euros de la Cour à, par exemple,
des domaines comme l'éducation, la santé, des choses comme ça, je pense qu'on s'en tirait déjà mieux. Donc c'est vrai que par les alternatives, j'envisageais pas seulement les commissions réconciliation et vérité qui sont à fond là-dedans. Évidemment, réconciliation et vérité, il ne faut pas en dire beaucoup plus, on est complètement dans un registre religieux et aussi dans quelque chose de l'ordre du sacré. Alors c'est vrai qu'a priori, elles ont quand même ma préférence, ne fût-ce qu'en termes de coût, qu'en termes de proximité et qu'en termes d'efficacité, puisqu'ils ont quand même traité beaucoup plus de l'après-conflit que le pénal. Maintenant, les critiques sont quand même nombreuses aussi, variant un peu selon les situations, mais évidemment, il y a beaucoup à en dire, et là, je te laisse prendre la parole, tu connais ça bien mieux que moi. Maintenant, c'est sûr que, à mon sens, la question, elle n'est pas propre au droit international, c'est-à-dire qu'il y a d'autres réponses que le pénal en général, qu'à mon sens, c'est une réponse qui recueille trop de succès par rapport à ces très mauvais principes de base et très mauvais résultats, et que peut-être que les autres réponses sont sécularisées aussi, mais pour peu qu'elles soient meilleures, en fait, pourquoi pas? Je veux dire, je ne vote pas spécialement pour une libération complète par rapport à notre histoire aussi judéo-chrétienne. Il faut simplement voir si ça fonctionne et éventuellement être prêt à l'assumer. Voilà, alors par rapport à l'universalisation d'un problème par la personnalisation de la cause, comment dire, c'est une question compliquée. Que la justice ne soit pas universelle, à mon sens, c'est démontré. Je pense que mes collègues l'ont dit bien plus correctement que moi. Que le problème soit universel, il semble l'être, effectivement. Bon, il semble que la violence soit un problème universel, il faut qu'on interprète comme ça. Que le message puisse l'être, qu'il veuille l'être, oui, je pense que la Cour a une vocation universelle, même si aujourd'hui elle ne l'est pas. Son champ d'application est tel que, je crois que c'est assez clair, et son préambule également. Donc le projet international pénal, il a une vocation universelle, même s'il ne l'est pas encore aujourd'hui, il ne le sera peut-être jamais. Que le message puisse l'être, moi je suis très sceptique. Je ne pense pas que le message puisse être universel. Maintenant, je suis probablement quelqu'un d'un peu trop pessimiste pour faire du droit international pénal, en fait. En fait, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que la dichotomie universelle-particulier, c'est avant tout un jeu de langage qui est indépassable. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi du débat dans sa totalité, mais plutôt essayer de le déconstruire et de voir ce qu'il occulte, pour ensuite voir, par exemple, la prégnance religieuse, c'en est un, et moi, le legs colonial. Mais il ne faut pas essayer de chercher à répondre à la question. Enfin, je pense que sinon, on ne s'en sort pas. D'autres commentaires, questions? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai été en retard. Peut-être que la question que je vais vous poser, vous l'avez déjà répondu durant la présentation. J'aimerais revenir sur Girard et sa théorie sacrificielle. Vous disiez à la réponse que vous avez, à la réponse de la question de Frédéric Maigret, que la victime sacrifiée est une victime aléatoire. Alors que dans la théorie gérardienne, si mes souvenirs sont bons, la victime est précisément innocente. Et c'est cette innocence de la victime qui permet justement de briser le cycle de la violence. Est-ce que vous pensez que Kanda ou Milosevic sont des victimes innocentes? C'est pour vous embêter. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Parce que quand on fait la théorie critique du droit international pénal, et Julien a cédé tout à l'heure, il a bien dit quelque chose de l'ordre de « on est critique, mais quand même, on n'est pas d'accord avec les grands méchants ». Tu l'as dit beaucoup mieux que ça, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et c'est sûr que quand on écrit des choses sur le droit international pénal de façon critique, on se sent toujours un petit peu obligé de rappeler qu'on n'est pas pour autant indifférent et que non, Milosevic, j'avais pas envie d'aller boire un café avec lui, c'est sûr. Pour l'innocence de la victime chez Girard, alors je vais pas, moi c'est pas mon domaine premier, donc je vais pas me lancer, mais sauf erreur de ma part, elle est peut-être innocente, mais elle n'est pas plus innocente que les autres membres de cette société extrêmement violente. C'est-à-dire qu'elle est choisie de façon aléatoire, elle n'est pas plus coupable que les autres, mais elle n'est pas pour autant plus innocente que non plus, je pense. Alors c'est vrai que par contre, il y a quand même une différence par rapport à ce qui se passe au niveau des procès pénaux qui suivent les atrocités de masse, surtout les procès internationaux, puisque là, on n'a pas pris par hasard quelqu'un
qui avaient été mêlés au drame, on a quand même pris certaines personnes. Maintenant, je pense que tous ceux qui pratiquent un peu le droit international pénal ont quand même conscience que le degré de hasard n'est pas négligeable. Les premiers procès devant les TPI, on était quand même bien content de trouver quelqu'un pour pouvoir justifier ces tribunaux qui n'avaient pas encore beaucoup de boulot. Et pour le moment, devant la cour, ça marche quand même pas très bien, les grands coupables. Hein. Je veux dire, ils ont essayé, bon, ben, ça marche pas du tout. Donc, il y a quand même un ordre, il y a quand même quelque chose d'aléatoire dans la définition des situations et puis dans la définition des affaires. Maintenant, je ne peux pas me tuer pour défendre la pertinence de la théorie girardienne. Je trouve quand même qu'elle a quelque chose d'intéressant et qu'elle est en fait très intéressante aussi pour le droit pénal en général, le droit pénal commun. Parce que là, il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre de l'aléatoire dans le choix de qui on poursuit et de qui on punit, je pense. Voilà. Autres commentaires, questions? On peut aussi parler. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Poursuivons la discussion avec un café pendant la pause. Selon Laura, nous devions être de retour à 11h40, il y a un peu plus tôt que prévu. 11h20, pardon, excusez-moi, 11h20. Donc, 11h20. 11h20,